Un couple de jeunes mariés passionnés par les armes à feu. Drôle de cocktail. Lui, c'est Skyler Nemetz, un soldat d'infanterie âgé de 20 ans, en poste à Fort Lewis, près de Washington. Skyler était revenu chez lui après une opération d'entraînement de 3 semaines. Mais quelques heures seulement après avoir retrouvé sa femme Danielle, âgée de 19 ans, le corps sans vie de celle-ci avait été découvert par la police dans leur appartement de Lakewood. Skyler prétendait que la mort de Danielle était due à un accident tragique. Mais était-ce vraiment un accident ? Ou quelque chose de beaucoup plus sinistre s'était-il produit ? God forgive me, I love my wife so much. She's everything to me. All I did was try to protect her. Bonjour à tous, c'est SH. Est-ce que le couple Nemetz était un couple qui cochait toutes les cases pour dire que le cocktail était explosif ? Malgré leur jeunesse, violences domestiques, alcool et armes à feu sont au programme. Les violences faites aux femmes sont un fléau qui touche toutes les classes d'âge et toutes les classes sociales. Une histoire atroce avec un verdict qui risque de vous surprendre. Alors, âme sensible, s'abstenir. Je vous donnerai mon sentiment sur cette affaire à la fin de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo et mettre un petit pouce bleu pour le travail effectué. Je sais que le jeu que nous avons fait la dernière fois vous a un petit peu manqué, alors j'ai une question pour vous et répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous allez découvrir qui sont ces youtubeuses ? 2 sœurs avec des voix très douces et des histoires captivantes. Si vous avez la réponse, mettez-moi ça en commentaire. Quant à nous, on est parti pour cette nouvelle histoire de crime. Née 7 semaines avant terme, le 11 janvier 1995, Tara Danielle Ripian était décrite comme un bébé miracle. Danielle, qui avait plus tard pris son 2e prénom, pesait seulement 3 livres à la naissance et les médecins pensaient qu'elle ne passerait pas la nuit. Mais Danielle avait surmonté ces obstacles. Et c'était cette volonté intérieure et cet amour de la vie qui seraient honorés plus tard et rappelés par ceux qui la connaissaient le mieux. En tant que membre de l'équipe des Pom-Pom Girls de son lycée, ses coéquipiers la décrivaient comme un petit bâton de dynamite, en raison de sa petite taille et de sa personnalité charismatique et explosive. À 2 ans seulement, Danielle avait perdu sa mère des suites d'un cancer. Elle avait été élevée par sa grand-mère jusqu'à l'âge de 14 ans. Lorsque sa grand-mère était également décédée, Danielle avait emménagé chez son beau-père, Michael Bolton. Mais celui-ci avait ses propres problèmes à gérer. Son entraîneur de lycée se souvient que Danielle cherchait la stabilité chez les garçons qu'elle fréquentait et leurs familles. Elle dira plus tard qu'elle s'attachait beaucoup aux familles de ses petits amis parce que c'était la partie la plus stable de sa vie. Pendant sa dernière année de lycée, Danielle a rencontré Skyler Nemetz, âgé de 20 ans, sur Facebook. Skyler venait de s'engager dans l'armée et devait commencer sa formation initiale en Géorgie. Mais le couple s'est rapidement engagé dans une relation fusionnelle. Skyler a plus tard décrit cela comme un coup de foudre. Quant à Danielle, elle disait à ses amis que Skyler était l'homme qu'elle allait épouser, et en quelques semaines seulement. Cela n'a pas surpris ceux qui la connaissaient. Mais même selon les normes de Danielle, leur relation allait vite. La mère de Skyler, Danette Heller, se souvient avoir été surprise quand, juste 1 mois après les débuts de leur relation, son fils lui a demandé si Danielle pouvait emménager avec eux. Danette avait quelques réserves, mais elle a finalement accepté. Quand Skyler est revenu de son camp d'entraînement pour leur premier Noël, il a emmené Danielle en haut de la montagne Kniland et l'a demandé en mariage. Bien sûr, elle a accepté, et 3 mois plus tard, le 7 mars 2012, le même jour où Skyler venait de terminer son entraînement militaire initial, le couple s'est marié au palais de justice local. En quelques semaines, Danielle a quitté l'école, et ils ont déménagé à Lakewood près de Washington, où Skyler avait été assigné pour sa première affectation à Fort Lewis. Le couple semblait vivre un amour que la plupart des gens rêvent de vivre. Skyler, avec bienveillance, a même encouragé Danielle à terminer sa dernière année d'école dans un lycée local.
Ensuite, elle avait trouvé un emploi dans une entreprise de comptoir en granit. Elle aspirait à ouvrir un salon de manucure un jour et avait commencé à publier des tutoriels de maquillage sur YouTube. Le couple avait même adopté 2 chiens et avait prévu de voyager dans le monde avant de fonder leur propre famille. Et cerise sur le gâteau, ils partageaient une autre passion, les armes à feu. Une des activités préférées du couple. Le samedi soir parfait pour eux était une soirée au stand de tir local. Skyler avait grandi autour des armes à feu et avait tiré avec sa première carabine quand il était encore enfant. Il maniait des armes tous les jours dans le cadre de son travail. En 2014, il avait 15 armes personnalisées et différentes à son appartement. Lorsque Daniel a eu 19 ans, Skyler lui a offert un AR-15 bleu. Il l'avait lui-même personnalisé. Mais même si tout semblait parfait de l'extérieur, ceux qui étaient les plus proches du couple savaient que tout n'était pas si rose. Michaela avait été la meilleure amie de Daniel pendant des années. Se liant initialement d'amitié avec elle en raison de leur expérience commune de la perte de leur mère à un jeune âge. Michaela comprenait plus que quiconque le désir de Daniel de se sentir appartenir à une famille. Mais elle avait eu des réserves à propos de Skyler, et ça, dès le début. Il avait emmené Daniel si rapidement qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de le connaître, et il semblait ne pas avoir envie de l'impliquer dans leur vie. Lorsque Michaela avait attendu son premier bébé, Skyler avait refusé de laisser Daniel aller chez elle pour la fête de naissance. Pendant ses appels réguliers sur FaceTime avec Daniel, elle avait remarqué que son ami était souvent stressé à l'idée de mettre la maison en ordre. Elle allait jusqu'à laver les tapis et les shampouiner. Une autre amie de longue date de Daniel, Samantha, avait remarqué le comportement de Skyler lorsque le couple rentrait à la maison pour rendre visite à leur famille durant les permissions. Skyler laissait Daniel seul chez ses parents pendant qu'il allait voir ses amis. Un comportement plutôt étrange. James Pelletier, un proche qui avait été une figure paternelle pour Daniel lorsqu'elle était jeune, déclara concernant Skyler « Je l'ai rencontré à 3 reprises. Je crois qu'à chaque fois je lui ai serré la main et qu'il s'est simplement retourné et est parti à sa voiture. » Selon James, Skyler n'a fait aucun effort pour établir une relation avec les personnes les plus proches de Daniel. Lorsqu'elle lui a confié que Skyler avait cassé son téléphone pendant une dispute, il lui a demandé si elle avait peur de lui. Sa réponse l'a profondément préoccupée. Elle a dit qu'elle n'avait peur de lui que lorsqu'il avait bu et que c'était également ce que ses amis avaient remarqué. Les voisins ont déclaré plus tard avoir entendu le couple se disputer presque tous les jours. Skyler était convaincu que Daniel lui avait été infidèle. Dans un SMS, il l'avait ouvertement accusé de tromperie avec un ami d'enfance. Cet ami s'appelait Jérémy. Daniel lui a répondu « Soit tu as un manque de confiance en toi, soit tu ne me fais pas confiance. Et en ce qui concerne le fait de traîner avec Jérémy, tu n'as pas à t'inquiéter. » Les problèmes de Skyler allaient au-delà de la jalousie. Il était furieux si elle dépensait de l'argent sans sa permission et se mettait à suivre ses dépenses. Le 27 septembre 2014, Skyler était parti pour une opération d'entraînement sur le terrain de 3 semaines, à Yakima, dans le comté de Washington. Daniel était resté à la maison seul avec leurs 2 chiens. Aucune boisson alcoolisée n'était autorisée pendant la formation. Skyler avait demandé à Daniel d'avoir quelque chose de prêt pour son retour et avait fait une demande spécifique. Une bouteille de rhum et une bouteille de whisky. C'était une demande apparemment innocente, mais qui deviendrait un acteur majeur des événements qui allaient suivre. Le matin du 16 octobre, Daniel a discuté avec sa meilleure amie Kayla sur FaceTime. Elle allait bientôt aller chercher Skyler à la base militaire et elle disait à son amie qu'elle était toute excitée. Daniel allait enfin être réunie avec son mari. Elle avait lavé les chiens et décoré la maison avec des bougies. À 16h, elle a de nouveau appelé Michaela sur FaceTime après avoir récupéré Skyler. Michaela se souvient avoir vu Daniel assise devant son ordinateur dans la chambre d'amis et Skyler allongé sur le lit derrière elle. Il lui a souri et lui a même fait un signe. 12 minutes plus tard, les voisins appellent le 911. 911, what are you reporting? Hi, I think somebody was shot our neighbors. We heard a lot of banging, our neighbors were making a lot of noise, and then went to check. He said his rifle was out and there was an accident. He said her name's Danielle. Danielle was the one that shot, and he accidentally shot her? I don't know that part. We just heard the gun go off, and he said there's an accident. Okay,
Is she breathing at all? Is she breathing? Is she breathing? No. No. And you said you don't know his name? No, I don't. Can you ask him his name? What's your name? Skyler. Skyler avait dit à ses voisins que Daniel s'était accidentellement tiré dessus en nettoyant son fusil. Il n'avait laissé personne la voir et avait refusé de parler à l'opérateur du 911. Thomas Rodriguez, le chef de la police de la ville de Lakewood, ainsi que 2 autres agents, avaient été les premiers à arriver sur les lieux. Dans la chambre d'amis de l'appartement, ils avaient trouvé Daniel assise devant son ordinateur, la tête penchée sur l'épaule et une grande flaque de sang sous sa chaise. Elle avait été abattue à bout portant à l'arrière de la tête et avait été déclarée morte sur place. À l'extérieur, il avait trouvé Skyler affalé sur le pare-choc de sa voiture. Selon Rodriguez, le visage de Skyler était contorsionné et il faisait des bruits de sanglots. Mais quand il a levé les yeux vers Rodriguez, ses yeux étaient secs et il avait dit « Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas pleurer ». Il avait expliqué à l'officier Daryl Moore qu'il avait retiré le chargeur de son fusil lorsque celui-ci avait accidentellement tiré en direction de sa jambe. La balle avait rebondi et avait touché Daniel qui était assise à son bureau. Il avait affirmé ne pas avoir vu qu'une balle était restée dans la chambre du fusil. Mais cette version différait de celle qu'il avait donnée à ses voisins. Ce n'était cependant que sa deuxième version des faits, parmi d'autres à venir. Skyler répétait l'histoire à Rodriguez, affirmant qu'il avait seulement secoué le fusil et que celui-ci avait tiré sur Daniel. À 19h07, Skyler a été arrêté et placé à l'arrière d'une voiture de patrouille où il a été informé qu'il était enregistré en audio et en vidéo. Morose et silencieux, il s'est ensuite lancé dans un monologue bizarre qui a duré tout le trajet jusqu'au commissariat de police, soit 35 minutes. Les enquêteurs commencent à mettre en doute la sincérité du chagrin de Skyler. À certains moments, sanglotant et criant, il semblait que c'était plus une performance d'acteur qu'autre chose. Il pouvait, à tout moment, sortir de son chagrin et parler avec un officier normalement. Arrivé au poste, les enquêteurs ont interrogé Skyler pendant près de 5 heures. Il a expliqué qu'il avait retiré le chargeur de son fusil et qu'il l'avait mis en mode fire, en tournant le bouton de sécurité. Il avait alors remarqué que le fusil n'était pas chargé et l'avait donné à Daniel, en sachant qu'il n'y avait pas de balle dans la chambre. Il a ensuite supposé que Daniel avait peut-être chargé la chambre avec une balle alors qu'il était parti. Il a déclaré qu'il n'avait pas touché à la gâchette et que le chargeur n'était pas sur l'arme au moment du départ de coup de feu. D'ailleurs, il ne sait pas comment le coup a pu partir. Des incohérences dans son récit ont commencé à apparaître immédiatement. Skyler a d'abord dit aux enquêteurs qu'il avait laissé le fusil dans le placard avec le chargeur loin du fusil. Puis il a déclaré que lorsqu'il avait décidé de remettre le fusil dans le coffre-fort, il avait commencé par enlever le chargeur. Le même chargeur qui 2 minutes avant était loin de l'arme. Skyler est contraint de répéter sa version des faits, et à chaque répétition, il perd quelques détails et en introduit d'autres. Maintenant, c'était Daniel qui lui avait demandé de ranger le fusil 30 minutes avant que tout cela ne se produise. Elle l'avait sorti du placard et l'avait emmené dans le lit puis dans le bureau. Sur un des aspects, cependant, Skyler semblait sûr de lui. Au moment où l'arme a été déchargée, il a montré aux enquêteurs comment il se déplaçait quand le coup est parti. Les enquêteurs lui ont demandé s'ils allaient trouver des preuves numériques montrant que Skyler et Daniel avaient des problèmes conjugaux. Ensuite, les vêtements de Skyler sont saisis pour des tests scientifiques. Les enquêteurs lui annoncent d'ailleurs que la trajectoire de la balle ne correspond pas à son récit des événements. Les enquêteurs persistent et lui disent que son histoire n'a aucun sens. Il y a des choses incohérentes dans les détails que donne Skyler. Il donnera plus de 8 versions différentes aux enquêteurs, jusqu'à la version finale. Là, il avouera avoir braqué son arme sur l'arrière de la tête de Daniel et avoir appuyé sur la gâchette. Néanmoins, il maintiendra qu'il ne savait pas que le fusil était chargé. Il persistera à dire qu'il n'avait pas l'intention de tuer Daniel. Il dirait aux enquêteurs qu'il n'avait aucune raison de le faire et qu'il n'était pas en colère. Pourtant, les enquêteurs le questionnent sur un autre élément retrouvé dans l'appartement. Un reçu pour un bouquet d'une 12aine de roses. Daniel l'avait reçu la veille de sa mort. À cette question, Skyler ne répondrait pas. Le lendemain de la mort de Daniel, une femme nommée Kerry Foss s'est présentée au poste de police en prétendant avoir des informations sur l'incident. Kerry était la femme d'Anthony Foss, un ami et collègue de Skyler.
Kerry a déclaré à la police que tout au long du temps où elle avait connu le couple, Skyler avait fait subir à Daniel des violences domestiques continuelles. Daniel avait pris l'habitude de porter des manches longues pour cacher les ecchymoses sur ses bras. Carrie a décrit Skyler comme un homme voulant contrôler les moindres faits et gestes de sa femme. Il avait d'ailleurs interdit à Daniel de quitter leur appartement. Quant au bouquet de roses, elle leur apprend que c'est un certain Michael Newton, le patron de Daniel, qui lui a envoyé les roses. Kerry a indiqué que Daniel lui avait parlé de Michael et de la première fois où elle l'avait rencontré, avouant qu'elle le trouvait attirant. Mais selon Carrie, c'était tout ce qu'il s'était passé entre eux. Elle révèle à la police que Skyler était convaincu que Daniel avait une liaison avec Michael. Lorsque Skyler était revenu de l'entraînement militaire, il avait remercié Anthony, son ami, pour avoir acheté l'alcool. Mais il avait découvert que c'était Michael Newton qui s'en était chargé pour Daniel. Kerry a dit avoir vu Skyler trembler de rage. Kerry avait également dit à la police que pendant les 3 semaines où Skyler était absent, Daniel avait rencontré un vieil ami d'école nommé Jeremy Henry, qui lui aussi était basé à Fort Lewis. Daniel avait parlé de cette rencontre à Kerry par SMS. Et Kerry croyait que son mari Anthony avait vu les messages et en avait parlé à Skyler. Les enquêteurs interrogent alors Anthony Foss, qui admet qu'il savait que Skyler était violent avec Daniel, et que lui-même et un ancien chef d'escouade avaient prévenu Skyler que s'il ne s'arrêtait pas, il prendrait des mesures contre lui. La police a ensuite parlé au patron de Daniel, Michael Newton, ainsi qu'à son vieil ami Jeremy Henry. Michael a expliqué que puisque Daniel était son employé et qu'il était le directeur de l'entreprise, ils étaient en contact fréquent, mais leur relation n'avait jamais été autre chose que strictement professionnelle. À la question des policiers quant à savoir si leur relation était devenue plus qu'une simple relation de travail, Michael avait répondu « Non, pas du tout, mais nous n'avons jamais rien fait ensemble ». Lors de son entretien avec la police, Jeremy Henry a admis que la dernière fois qu'il avait vu Daniel, c'était le mercredi soir précédant sa mort. Il a d'ailleurs précisé aux enquêteurs qu'il avait dormi 2 fois chez Daniel et qu'il s'était vu 1 fois dans un centre commercial. Les procureurs du comté de Pierce ont estimé qu'ils avaient suffisamment d'éléments de preuve pour accuser Skyler. En effet, Skyler avait admis avoir pris le fusil et appuyé sur la détente alors que celui-ci était pointé sur l'arrière de la tête de sa femme. En plus des preuves de violence domestique, son échec à appeler le 911 et sa tentative de dissimuler les preuves, les procureurs ont accusé Skyler de meurtre au 1er degré. Il a été placé en détention dans la prison du comté de Pierce, avec une caution fixée à $1 million. Lorsque Danette, la mère de Skyler, apprend qu'il est en détention, elle décide de payer sa caution, et pour ça, elle vend sa maison, sa voiture et ses bijoux. Par la suite, elle embauchera le meilleur avocat de la région pour le défendre lors de son futur procès. C'est en mai 2016, 1 an et demi après avoir tiré sur sa femme, que le procès de Skyler Nemeth se s'ouvre enfin. Lors des débats, l'accusation présente aux jurés des messages échangés entre le couple qui révèlent des disputes permanentes. L'accusation argumente également que Skyler était quelqu'un ayant une connaissance approfondie des armes à feu. Il avait tiré avec sa première arme à l'âge de 4 ans, son premier AR-15 à 11 ans, et il assemblait ses propres armes à l'adolescence. Skyler Nemeth n'aurait pas pu commettre une erreur aussi élémentaire que pointer une arme sur quelqu'un et appuyer sur la détente. Un scientifique médico-légal de la police de l'État de Washington a examiné l'arme qui avait tué Daniel. Il a testé le fonctionnement du fusil, de la cartouche et a effectué une analyse de la pression sur la détente. Les résultats étaient typiques d'une arme à feu de ce type. Il a déclaré qu'appuyer sur la détente avec un doigt serait comparable à soulever un petit pack de lait. De nombreuses personnes ont témoigné contre Skyler, affirmant avoir personnellement été témoin des preuves qu'il avait maltraité Daniel. Et enfin, c'était au tour de Skyler de venir se défendre à la barre. Son témoignage a étroitement suivi l'histoire qu'il avait racontée à la police lors de son interrogatoire. Cette fois, cependant, il a rajouté qu'il avait crié le nom de Daniel après l'avoir abattu, et que si ses voisins n'avaient pas frappé à la porte de l'appartement, il aurait mis fin à ses jours. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'avait pas apporté une quelconque forme d'aide au moment des faits, il affirme qu'il savait déjà qu'elle était morte. Le procureur a interrogé Skyler sur sa consommation d'alcool et lui a demandé pourquoi, au lieu de tenir sa femme mourante,
Il avait choisi de se débarrasser de l'alcool en le jetant dans les toilettes. À cette question, Skyler est devenu émotif et il a déclaré au jury qu'il aurait aimé faire les choses différemment. Il a déclaré que pour une raison apparemment stupide, il avait pensé que l'alcool avait besoin d'être jeté avant d'appeler les secours. Il a même déclaré que s'il pouvait retourner en arrière et faire ce qui était juste, il se serait assis et l'aurait tenu dans ses bras et aurait prié. Pourtant, l'appartement montrait qu'il n'était pas pressé de demander de l'aide ou de répondre à ses voisins. Du sang a été trouvé à différents endroits de l'appartement. Ce qui prouvait que Skylar Nemetz avait pris le temps de se balader avant de prévenir qui que ce soit. La dernière question de l'avocat sera est-ce qu'il se souvenait d'avoir appuyé sur la détente. Skylar Nemetz répondra non. Dans son plaidoyer final devant le jury, l'avocat de la défense insiste sur le fait que le tir est involontaire et que Skyler ne voulait pas tuer Daniel. Le jury rend son verdict après 7 jours de délibération. Skyler est reconnu coupable d'homicide involontaire, mais acquitté de meurtre au premier degré. Le jury n'avait pas cru la thèse de l'accusation selon laquelle il avait l'intention de tuer sa femme. Skyler Nemetz est condamné à 13 ans et demi de prison pour avoir ôté la vie de sa femme, Daniel. Il sera libéré en 2029. La condamnation de Skylar Nemetz est plutôt clémente. Quand on sait à quel point il maîtrisait les armes, que depuis sa plus tendre enfance il était en capacité de tirer avec des armes à feu, de les monter, de les démonter, de les remonter, on se demande réellement si le coup de feu était accidentel. Pour ma part, je pense que Skylar avait prémédité son coup, ou bien il a agi sur le coup de la colère. Effectivement, est-ce qu'il a pu avoir accès aux échanges SMS entre Kerry et Daniel? Est-ce que son ami lui a rapporté les faits? Est-ce qu'il n'a pas complètement pété un plomb quand il a vu la relation qui était en train de se créer entre Daniel et son patron? Il emportera ce secret avec lui en prison. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la cloche pour ne rater aucune vidéo, et si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu histoire que la vidéo aille très très loin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de crime. C'était SH. Bye bye.